J'accueille Jean Roucas. Et voici le bébé show pour les RI, les socialos, les RTR et les fachos. Ils sont tous dans le bébé show. Écoutez, je vais l'étrangler. Tu sais qu'Antoine Pinet a dit qu'à ton âge, tu devrais entrer au Panthéon. Eh bien, justement, j'ai calculé. Encore 3 septennats et j'aurai l'âge d'Antoine Pinet. Tiens, à propos de Pinet, tu n'as pas le téléphone de Christine? Ah non, je vous en supplie. C'est pas possible. Oh, Black Jack, qu'est-ce que tu feras si tu es battu? Écoutez, je continuerai à faire de la politique, je ne sais faire que ça. Je me barricaderai à l'hôtel de ville et je n'en sortirai que la nuit pour aller faire pipi sur les murs de l'Élysée. Venez tous dimanche à Vincennes, il y aura des merguez et miam miam et des belles poulettes. Excusez-les, ils sont très excités. Il fera beau. Bienvenue à la maison, entrez. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean Roucas dans le nord-est de Paris. L'imitateur nous accueille dans son appartement où il vit avec sa femme et son chat. Monsieur Figaro, qu'on a dérangé pendant sa sieste. Alors ça, c'est un crime de chat majesté, ça. Voilà ma femme, parce que le chat ne sonne pas d'habitude. Bah, où étais-tu? Je suis sortie faire une course. Je me fais faire un tour. On est un couple comme tout le monde, comme des milliards de gens. On se promène, on fait nos courses, on chine, on a un vieux chat qu'on adore qui a 14 ans. On fait tout comme tout le monde. Après, Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Florence est totalement fan de son mari. C'est un excellent imitateur et moi, même si on a souvenir des voix de Kermit Mitterrand, de tout ça, c'est très bien. Mais très franchement, comme imitateur, pour moi, c'est le meilleur. Alors quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Vous demandez ce qu'elle a, ma gueule. Je vais vous dire ce qu'elle a, ma gueule. Quelque chose qui ne va pas? Avec Florence, Jean partage une passion, la brocante. L'appartement du couple est d'ailleurs envahi de meubles chinés et d'objets insolites, voire C'est inutiles. le don de Florence d'acheter des trucs qui sont inconfortables et voire inutilisables. Le bureau en planque, c'est bien, mais voilà, dès qu'on pose un truc dessus, vous constaterez que ça tient pas. Jean Roucas et Florence aiment se promener le long du canal Saint-Martin. Ça, c'est notre balade quotidienne. C'est formidable parce qu'on trouve ce qui est rare à Paris, de la nature, de l'espace, de l'eau, des bateaux. Puis c'est un quartier intéressant parce qu'il y a tout. Le couple nous emmène chez son brocanteur préféré, installé à quelques rues seulement. Petit garçon, t'as reçu des nouveautés ou pas? Des chaises bistrot derrière. Non, alors là, on a la recherche. Non, mais là, je déconne plus de fauteuils. Aujourd'hui, ils sont en quête d'un nouveau fauteuil, mais comme d'habitude, leur attention se portera finalement sur d'autres objets. Dans une entrée où tu peux le mettre dans le balcon à côté du cendrier. Souvent ils chamaillent, on prend ça, non je veux pas, l'un ou l'autre, quoi, ça dépend. Et après, bon, c'est souvent madame qui l'emporte, mais pas tout le temps. Continue à montrer le En quartier. matière vestimentaire également, Jean Roucas aime fouiner, trouver des bons plans et faire quelques économies. Alors, moi, j'achète souvent des chemises ici parce que c'est de la marque et c'est de la très très bonne qualité. Pour le short, c'est comme pour le bureau, les avis sont partagés. Que je l'essaye. Oh. Mais oui. Impeccable. Bon, déjà, là on n'a pas du tout les mêmes goûts. Alors. Allez, pour Jean, c'est l'heure de se rendre au théâtre. Et les spectateurs de Liberté, Égalité, Hilarité ont toujours en mémoire les belles heures cathodiques du comique. C'est le souvenir du bébé de show. Hein. C'est sa tête avec la casquette, l'œil là, puis l'autre là et tout, c'est cette tête-là et tout. La grenouille qui arrive, l'aigle, toutes ces choses-là et tout, tout explose, c'est surtout ça, Jean. Jean Roucas me faisait beaucoup rire et c'est pour ça que je viens le voir ce soir au Théâtre des Deux Ânes. Il est rejoint dans sa loge par ses deux complices avec qui il partage l'affiche. Tout d'abord, Jacques Maillot. Qui c'est qui a joué ici rapidement? Moi j'ai parlé de Bourvil, mais... Il y a Jean Poiret, il y a eu Pauline Carton, il y a Sim qui a joué une revue. Il y a... Le petit dernier qui a grandi, c'était Laurent Gérard. Oui, Laurent Gérard qui est passé ici à ses débuts. Oui. Puis Pierre Douglas. On est complètement complémentaires et on parle finalement des mêmes choses avec un style complètement différent. C'est un peu comme quand vous lisez le compte-rendu d'un événement dans 3 journaux différents. Voilà. C'est un peu pareil. Quelques secondes avant d'entrer en scène, l'humoriste échauffe encore ses zygomatiques. Non, alors écoutez, on est quand même là pour se détendre. Je vous fais une promesse, mesdames, messieurs, à partir de maintenant, je ne vais vous parler que des domaines où tout va bien en France. Ça va pas être long, hein. Je rêvais que les élections présidentielles se déroulaient en plein Moyen-Âge. Dame Ségolène, file ta quenouille. J'ai avoir du mal à trouver une rime. Alors, Chirac partant pour la croisade.
Il aurait mis la ceinture de chasteté à Bernadette. Et en revenant, il aurait dit « J'ai paumé la clé ». Loin de la télé, mais toujours sur les planches, Jean Roucas continue de s'adonner à son plaisir préféré, persifler. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean Roucas. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci Thierry, bonjour. Alors Jean, vous êtes né le 1er février 1952 à Marseille. Oui. Votre père Gilbert Avril, c'est votre vrai nom, expert en immobilier, origine marseillaise. Et votre mère Ketty, d'origine corse. Et vous dites Marseillais corse, et pourtant je suis travailleur. Eh oui, c'est curieux, hein. Je suis une erreur génétique. Alors, vous grandissez au quartier du Roucas Blanc. Et là, à l'âge de 9 ans, vous êtes déjà star, puisqu'un jour, vous faites la une des journaux, vous faites renverser par une voiture sur le chemin de l'école Saint-Victor, la voiture vous traîne sur 300 mètres, vous n'avez rien, et tout le quartier vous appelle le miraculé. Absolument, oui. Oui. Alors, j'ai aucun souvenir de ça. Hein. Ouais. Je l'ai lu après dans le Provençal, c'était le journal de l'époque. C'est vrai que j'ai eu de la chance, je suis passé sous la voiture, j'étais accroché à un bout de ferraille par mon capuchon, et j'étais très... Mais je suis tombé dans les pommes très vite, je m'en souviens absolument pas. Déjà une star très jeune. Hein. Ah ouais. Alors, très jeune aussi, le goût du spectacle, c'est peut-être dû à votre arrière-grand-père piémontais, Battistino, qui poussait la canzonetta dans les noces et les kermesses. Vous connaissez les chansons qu'il chantait? Ah oui. Il y avait Tournu a Sorrente, Sulla Montana Bella et Lu Scarpighe. Absolument. Vous connaissez quoi? Je connais les trois. Ah, Tournu a Sorrente, c'est Vido mare quanto è bella, spira tanto sentimento, c'ha seccato tienamente, o che mai me fa suonare. Et Lu Scarpighe, ça veut dire les chaussures de mauvaise qualité. Ah oui. Les Scarpighe, les godasses, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Et comme tous les immigrants piémontais arrivaient avec des pompes en piteux état, on les appelait comme ça à Marseille, on les appelait les godasses. Et ça donnait quoi? Et ça donnait Eva con Lu Scarpighe, quando cammina fa schiaff. Il a des vieilles godasses, quand il marche, ça fait plaf plaf, quoi. C'était ça. Voilà, alors en tout cas, vous faites du piano et à 9 ans, vous entrez au conservatoire. Alors, adolescence assez sympa. Vous allez en Solex à la plage, entre les cours. Il y a mai 68 qui est un bon moment. Oh, formidable. Ouais. J'ai un souvenir formidable parce que je suis arrivé un jour au lycée, je suis tombé sur deux types avec des brassards rouges qui m'ont dit « Toi, on t'interdit d'aller en cours », fallait pas me le dire deux fois. Je suis plus jamais allé. Alors le matin, je prenais mon Solex et j'allais à la plage. Bah oui. Alors, au départ, vous êtes prof d'allemand, mais malgré la fac et 12 mois à Francfort, vous n'y arrivez pas, hein. Ben, c'est pas ça, c'est qu'à l'époque, mon père me disait, bon, tes études, tu vas te les payer. Il avait des idées un peu avancées comme ça. Tu vas te les payer. Alors bon, qu'est-ce que je faisais pour payer mes études? Je faisais de la musique. Et à un moment donné, je faisais les balles, quoi. Je chantais dans les balles. Je me suis aperçu que je m'éclatais beaucoup plus en faisant de la musique et en faisant le couillon sur scène qu'en donnant des cours d'allemand, quoi. Ouais. Alors pareil pour le service militaire, vous le faites pas non plus. Non. J'étais réformé au bout de 3 heures. Ouais. On était à peu près 200 bonhommes. On était à poil dans un couloir. Moi, j'avais gardé mes lunettes. Et la porte s'est ouverte. Le médecin-chef est sorti. Il a fait comme ça. Vous! Il m'a vu tout de suite. Je sais pas pourquoi. Peut-être les lunettes. J'étais tout seul. Venez ici. Il m'a dit, bon, lisez-moi ça. Il a tiré un tableau. À la 2e lettre, j'ai foiré. J'ai compris le truc. Allez, sortez. Ouais. Là, vous décidez de changer de voix. Vous animez des balles avec votre petit orchestre. Et votre premier employeur, c'est Charles Pasqua, qui à l'époque était aux rédactions extérieures de Ricard. Et vous avez fait quoi pour Charles Pasqua, alors? Ah bah, Charles Pasqua s'occupait il y avait une grande manifestation, c'était le podium Paul Ricard, donc, qui faisait toutes les villes du Midi, toutes les plages. Et donc, il fallait un orchestre pour jouer à l'apéro, quoi. On jouait à l'apéro. Et donc, on jouait tout l'été comme ça. Il était déjà le Charles Pasqua le vrai qu'on a connu après. Voilà. Alors, quand vos parents ouvrent un hôtel-restaurant, ils vous collent derrière les fourneaux, et là, vous dites non, c'est pas possible, quoi. Ah non. Pour ça, j'ai un respect, moi, quand je vais dans un restaurant ou dans un hôtel pour le travail qui est fait. Je vais jamais râler, même si c'est pas très bon. Je sais la somme de travail que ça représente. Alors, vous partez à Paris sur un coup de tête avec 50 balles en poche, quoi, à l'aventure. Ah oui. Sans aucune adresse, rien du tout. Si, Gare de Lyon, voilà. C'est la seule adresse que j'avais. Alors, vous atterrissez chez Félix à la Contrescarpe,
Et là, tous les soirs, de 9h jusqu'à l'aube, vous chantez vos couillonnades en vous accompagnant au piano. C'est vraiment des couillonnades. C'est-à-dire, là, il fallait tenir toute la nuit. Donc c'est pas évident. Bon, au bout de 3 heures, j'étais à sec, donc je faisais chanter les gens, je chantais ce qui me passait par la tête. Mais c'est bien, parce que c'est là que j'ai appris... C'est une école, hein? Oui, oui. Oui, parce qu'il y avait les ivrognes, les clochards, les descentes de police, quoi. Des truands, des coups de feu. Ouais. Des coups de feu. Moi, une fois, il y a eu un échange de coups de feu au fusil de chasse. J'ai un tronçon de plafond qui m'est tombé sur le clavier. Oui. On est un peu tendu pour faire du spectacle dans ces conditions. Alors, c'est Félix qui trouve votre nom, Jean Roucas, du nom du quartier. Vous aviez été élevé. Oui, parce qu'il se rappelait jamais de mon nom. Avril, c'était pas... Il se rappelait pas. Et puis je lui avais dit, à Marseille, j'habitais le Roucas. Alors ça le faisait rigoler. Voilà. Et il me disait, oh, viens, toi, là, le Roucas. Voilà. Alors, bientôt, ça marche un peu mieux. Et c'est l'époque où les gens comme vous faisaient 5-6 cabarets dans la nuit. Alors, il y avait le Caveau de la République, le Don Camillo, l'Oreille du Bois, enfin... Donc, vous passez d'un cabaret à l'autre, quoi. Ah oui. Alors, il y avait un cabaret, c'était épouvantable, ça s'appelait le Pénitencier, parce qu'il y avait 3 salles avec 3 spectacles différents, séparés par un petit rideau. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on entendait ce que faisaient les autres. Ah ouais. Et moi, j'avais un type qui faisait un numéro comique en jouant de la trompette. Ouais. Et moi, j'étais au piano dans la salle d'à côté. Évidemment, on jouait pas le même truc. Ouais. C'était horrible. Je me demande comment les gens pouvaient venir... C'est une école incroyable, hein. Ouais. Et puis voilà, c'est sur la scène d'un cabaret niçois que vous attirez l'attention de celui qui va faire basculer votre destin, Stéphane Collaro. Voilà. À la Pignata, sur les hauteurs de Nice, un petit peu, sur le quartier qu'on appelle Fabron. Ouais. Et donc là, c'était quand même, c'était un musical. Quand on travaillait sérieusement, il y avait une scène, l'encadrement était assez professionnel. Et ce soir-là, il y avait Stéphane Collaro et Eddie Barclay et toute une bande qui fêtait un anniversaire. Il y avait Carlos, etc. Ouais. Et alors, j'étais très étonné que Collaro me remarque parce qu'ils n'ont rien écouté du tout de la soirée. Ils étaient bourrés comme des cantines. Et je me suis dit, mais comment il a pu me trouver bon? Il n'a même pas écouté ce que je dis. Il est venu me voir à la fin, il m'a dit, il faut qu'on se revoie. Et voilà. Alors, Collaro vous propose de participer à une aventure télévisuelle dont on n'est pas sûr qu'elle durera bien longtemps. Et lui non plus. Et voilà. Elle a duré 13 ans. Ouais. Il y a eu le Collaro Show, Coco Boy, Cocorico Show et surtout le Bébête Show. Le Bébête Show, fils du Moupette Show et père des Guignols, quoi. Bah oui, ça, ils aiment pas du tout qu'on dise ça, mais enfin, c'est quand même... Ah oui, c'est un peu vrai quand même. Voilà, hein. Mais il faut reconnaître que là, les élèves ont dépassé les maîtres, sûrement. Bah oui. Alors là, tous les soirs, à 19h55, la France entière attend Mitterrand en grenouille, Giscard en vautour, Chirac en corbeau, Sarkozy en caniche, Balladur en pélican, Marchais en cochon, Lang en chèvre, Le Pen en bécassine. Enfin, c'est un succès extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et ce qui était formidable, c'est que les enfants ne voyaient pas du tout le côté politique de la chose. Eux, ils voyaient que des marionnettes marrantes. Ça fait que ça plaisait aux enfants pour le côté nounours en peluche, et ça plaisait aux adultes pour le côté politique. Donc ça touchait un public assez large, pratiquement tout le monde. Alors, fort de ce succès, avec l'appui de Coluche, que vous aviez connu chez Félix, à la Contrescarpe, là, vous faites les Roucasseries sur Europe 1, qui ont très très bien marché aussi. Ah oui, ça a bien marché aussi. Ouais. C'est vrai que c'est grâce à lui, et je ne l'ai jamais su, parce que Coluche, c'était ça, hein, c'était quelqu'un de discret. Il avait la générosité discrète. Un jour, Europe 1 m'a appelé pour faire une émission quotidienne. Je me disais, mais c'est quand même, c'est trop beau, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai su des années après, c'était Coluche. Coluche était déjà mort, que c'était lui qui avait fait les pieds et des mains pour que je rentre à Europe 1. Donc voilà, devenu star. Vous l'avez vécu comment, cette célébrité? J'ai vécu mal par certains côtés. Ouais, quoi? Le fait de ne pas pouvoir aller manger à découvert au restaurant. Ça, c'est un côté de la célébrité, très franchement, dont je me passe très bien. Je me passe très bien aujourd'hui. Encore qu'aujourd'hui, les gens m'ont pas oublié. Oui, vous connaissez. Mais c'est moins la folie qu'à l'époque. Quelles ont été les réactions de votre entourage? C'est-à-dire votre père, il a réagi comment? Toujours été très critique à mon égard, mais c'était de la critique constructive. Moi, j'aime bien la critique constructive. J'aime bien qu'on vienne me voir au spectacle et qu'on me dise après, j'ai pas aimé parce que. Ce que je ne supporte pas, c'est les gens qui vous tartinent, qui disent que vous êtes un con, un ringard. Je peux dire des noms, moi. Guy Carlier qui a tartiné sur moi, que j'étais un nul, un ringard, un has-been, et qui jamais n'est venu voir un spectacle que j'ai fait, et qui ne me connaît absolument pas. Alors comment on peut porter des jugements quand on ne connaît pas la personne, ni ce qu'il fait?
Et votre mère, elle a réagi comment? Oh comme une mère, elle était ravie. Bon, ouais. Son fils est une star, ouais. Vos rapports avec les médias, ça a été quoi, Jean? Moi, j'ai essayé d'être sympa avec tout le monde. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai pas capté que c'était un métier où, quand même, on se tirait pas mal de coups de poignard dans le dos. J'ai pas capté ça. Bon, je suis tombé dans des embûches un petit peu. Ouais. C'est pas grave. Bien. J'en renvoie pas. Question amour, ça vous a rapporté des gonzesses, quand même, non? Bah oui. Normalement, ouais. Mais j'ai la faiblesse de croire que c'est quand même mon charme personnel, bien sûr, plus que ma renommée. Non, mais ça y fait, bien sûr. Ça y fait, non? Ça y fait, bien sûr. Ouais. Ça rapporte des gonzesses, mais pas l'amour, forcément. Le meilleur moment de cette époque, ça a été quoi? Ça a été la radio, parce que la radio, ça m'a quand même permis de faire la connaissance de gens que j'idolâtrais. Ouais. Moi, la première fois que j'ai reçu Beko, par exemple, dans les roucasseries d'Europe 1. Ouais. Je me rappelle quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, on faisait la queue à Marseille pour aller le voir au théâtre du Gymnase. Ouais. Après le spectacle, on restait 2 heures dans l'espoir de l'apercevoir. Moi, et quand je l'ai reçu à Europe 1, c'était un grand moment d'émotion. Ça a été de connaître des gens formidables. Serge Gainsbourg, et même de nouer des amitiés après avec ces gens-là. C'est un beau cadeau, ça. Et le pire moment? C'est quand j'ai commencé à être fatigué, surmené, je commençais à picoler un peu pour tenir le coup, ce qui est la pire des conneries à faire, mais vraiment je faisais trop de choses, je faisais la radio, la télé, les galas, j'avais un entourage qui n'était pas très complaisant là-dessus, donc ils ont vraiment pressé le citron, et même la moelle des pépins, c'est ce que je veux dire, c'est quand j'ai commencé à tomber dans des trucs un petit peu la picole pour tenir le coup, donc j'ai perdu le jugement, j'ai perdu je menais plus du tout le truc, quoi. Ouais. Alors, ce qui s'est passé en 80, vous avez un deuxième fils, Vincent, qui naît autiste. Ça sera fatal pour votre couple, évidemment. C'est un petit peu aussi ce qui vous pousse, j'imagine, dans l'alcool, non? C'est-à-dire, c'est une accumulation de choses. C'est-à-dire, quand on se tourne à droite, à gauche, devant, derrière, on aperçoit que des problèmes et on n'aperçoit aucune solution. Ouais. Il faut être très fort pour ne pas tomber dans l'alcool ou autre chose. Enfin, moi, Dieu merci, je ne suis pas tombé dans autre chose. Parce que l'alcool, c'est quand même, quand on veut, le truc le moins dur à quitter. Quoi. Alors, vous vous referez un petit peu entre 97 et 2000... Et puis après, nouvelle éclipse. Donc là, vous avez des problèmes avec le fisc à ce moment-là, non? Oui, je ne dois pas être le seul. Hein. Non, là, vous êtes ruiné, quoi, à ce moment-là, non? Ça m'a jamais gêné, parce que comme j'ai commencé, vous disiez tout à l'heure, avec 50 francs en poche, je me suis retrouvé avec 40 francs après. Bon, je me suis dit, j'ai perdu que 10 francs, donc c'est pas énorme. Puis bon, j'ai toujours travaillé. C'est-à-dire, j'ai recommencé à faire les cabarets, donc pour m'en sortir. J'ai recommencé à faire des spectacles. Bon, quand on veut s'en sortir, et puis qu'on aime son métier, c'est une chance d'aimer son métier. Mais là, il y a eu des moments difficiles, là, quand même. Vous étiez un peu, pas un peu SDF, quoi, à un moment. Vous étiez un peu comme ça, vous viviez un peu à la cloche, non? SDF, non, mais bon, sans logement, oui, c'est-à-dire de dormir dans des hôtels. Puis c'était surtout moralement, parce que on s'aperçoit que, bon, quand on est connu dans ce métier, quand ça rayonne, on a beaucoup de copains, puis quand ça rayonne plus, on en a plus. Ça m'a beaucoup blessé. Mais sur le plan personnel, pas tellement pour l'argent, je m'en suis sorti. Hein, donc, mais ça, bon, de voir des copains qui m'ont royalement snobé quand je l'ai rencontré ou carrément tourné le dos, ça m'a fait mal. Alors, en 2005, on vous retrouve dans une émission de télé-réalité, La Première Compagnie. Et c'est dans cette émission que vous demandez en mariage Florence. Qui deviendra votre 4e épouse. Voilà, et qui est ma 4e épouse et la dernière. Et la dernière, hein, elle n'a pas eu une vie facile, elle aussi, hein, donc finalement... Non, elle non plus. Et vous remonterez un petit peu ensemble? Oui, on s'est connus tous les deux, on peut dire, en bas de l'échelle, hein, elle pour des raisons différentes, mais on était très mal. Moi, quand elle m'a connu, j'étais pas un cadeau, j'étais encore dans l'alcool, j'étais dans la dépression, j'habitais un tout petit truc dans le 16e, volontairement, j'avais pas de téléphone, j'avais une petite fenêtre, c'était un genre de cellule, et elle, c'était ma voisine du dessus. Et elle me voyait comme ça, alors elle comprenait pas, elle disait quand même, ce type, il est connu, mais pourquoi il fait ça? Et elle s'est intéressée à moi. Mais elle aussi était pas bien, parce qu'elle sortait d'une histoire d'amour très dure. Et donc on s'est remontés tous les deux. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de l'époque, du bébé de show, des roucasseries, tout ça? Ah, pas du tout. Ah bon? Pas du tout, je suis pas nostalgique, je suis fier. Je suis fier parce que souvent on me demande si
si la télé me manque, moi je trouve que c'est moi qui devrais manquer à la télé parce que franchement, toutes les émissions qu'on m'a confiées, ça a été des gros cartons. C'est vrai. C'est-à-dire, je pars avec de bons états de service, comme on dit dans l'armée. Moi, franchement, je pars la tête haute. Ouais. Est-ce que vous avez de la rancune pour certaines personnes aujourd'hui? Si de la déception, c'est la rancune, admettons. Mais non, mais c'est pas de la rancune, parce que, bon, ils m'ont tourné le dos, j'ai fait pareil, et puis voilà, on passe à autre chose. Finalement, on est bien que sur scène, quoi. Ouais. Dès qu'on sort, on se retrouve en coulisses, bon. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Jean? Je fumerais pas, je boirais pas. L'alcool, ça vous a beaucoup coûté? Oui, ça a été une grande connerie de ma vie, franchement. Ouais. Ça a duré combien de temps? Oh, ça a bien duré une dizaine d'années, quoi. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe, Jean? Eh ben, par exemple, désolé de ne pas vous faire rire. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Jean. Merci. Merci, Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.